Ma belle-fille, Élise, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, d'une voix si calme que cela m'a glacé le sang, « Ma famille passe toujours en premier. Toi, tu passes en dernier. » J'ai cru que j'avais mal entendu. À côté d'elle, son mari Marc hochait lentement la tête, comme s'il confirmait une vérité évidente. Je me suis tournée vers Élise, attendant qu'elle dise quelque chose pour nuancer ses mots, ou même pour atténuer le choc. Mais elle a simplement baissé les yeux et murmuré « Marc a raison, maman. » Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Pas un cri, pas un éclat, pas une déchirure violente, non. Un tout petit son intérieur, étouffé, comme la cassure d'une branche sèche sous un manteau de neige. J'ai souri. Un sourire automatique, faible, presque vide. « Bon à savoir », ai-je répondu simplement. Ils n'ont pas compris. Ils attendaient autre chose, des larmes, une scène, des reproches. Je n'ai rien donné de tout cela. Ce soir-là, j'ai quitté leur maison sans un mot de plus. J'ai pris mon manteau, mes clés et j'ai marché jusqu'à ma vieille voiture. Le moteur a toussé avant de démarrer, comme s'il partageait ma fatigue. J'ai conduit à travers les rues vides, sans musique, sans penser à la route. Je n'arrivais à penser qu'à une seule chose. Comment en étions-nous arrivés là? Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle ville vous la regardez. Je veux voir jusqu'où ira cette vérité choquante. Quand je suis rentrée chez moi, il était un peu plus de 10 heures. J'habite depuis 5 ans dans un petit appartement de 2 pièces, au 3e étage d'un immeuble ancien du centre-ville. Les murs sont couleur crème, tachés par l'humidité. Le sol en linoléum grince à chaque pas. De ma fenêtre, je ne vois qu'un parking et une laverie ouverte 24 heures sur 24. Pas de vue, pas de lumière naturelle, rien d'agréable. Mais c'est tout ce que je pouvais me permettre, après leur avoir vendu ma maison. Ma maison, la seule que j'ai eue, celle où j'ai élevé Élise. 3 chambres, un petit jardin, une cuisine spacieuse qui donnait sur l'arrière-cour. Je l'avais vendue 5 ans plus tôt, juste après la mort de mon mari. Élise m'avait dit « Maman, on a besoin d'aide pour l'apport de notre maison. Tu vivras avec nous plus tard. Pourquoi garder une grande maison toute seule ?» J'y ai cru. J'ai vendu la maison. 180 000 €. Je leur en ai donné presque tout. J'ai gardé à peine 30 000 € pour m'installer ici, dans cet appartement qui ne ressemble à rien. Eux ont acheté une grande maison dans un quartier sécurisé, 4 chambres, 2 salles de bain et demie, un garage pour 3 voitures, un jardin avec piscine. Chaque dimanche, j'y allais pour garder mes petits-enfants. Lina, 12 ans, cheveux longs, yeux tristes mais doux. Hugo, 8 ans, silencieux, toujours avec un carnet de dessin en main. Je cuisinais pour eux la veille, pain de viande, soupe de légumes, poulet riz. Je nettoyais la cuisine, je faisais la vaisselle, je pliais le linge laissé dans le sèche-linge. Élise avait toujours un cours de yoga, un brunch, un rendez-vous au salon. Marc jouait au golf et rentrait en fin de matinée en sentant la bière. Il me saluait d'un simple signe de tête. Jamais un merci, jamais un comment ça va. J'étais un meuble de la maison, discrète, utile, ignorable. Lina me sautait dans les bras à chaque fois que j'arrivais. « Mamie, je suis tellement contente que tu sois là !» Hugo me montrait ses dessins de dinosaures et de fusées. Je les gardais dans un dossier chez moi. C'était la seule chose qui me faisait me sentir encore importante. Mais depuis 3 mois, tout avait changé. Élise répondait à mes appels à moitié. « Maman, je suis occupée, tu veux quoi ?» Comme si ma voix l'embêtait. Comme si je n'avais plus le droit d'être la mère. J'avais cessé d'aller chez eux. J'attendais qu'ils invitent. 2 semaines passèrent, puis 3. Aucun appel. J'ai fini par appeler. « Je peux venir voir les enfants dimanche ?» Un soupir. Un long, lourd soupir. « Mieux vaut pas, maman. On a des plans en famille. » Le mot m'avait transpercé. Famille. Et moi, je n'en faisais plus partie. Puis, hier, Marc m'a appelé. Sa voix sonna étrangement douce. Trop douce. « Madeleine, on aimerait t'inviter à dîner demain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, en famille. » J'avais hésité. Quelque chose sonnait faux, mais j'ai accepté. Une part de moi voulait croire qu'ils avaient réfléchi, qu'ils regrettaient, qu'ils se souvenaient. Je m'étais trompée. Et ce soir-là, quand ils m'ont dit que je passais en dernier, je crois que quelque chose en moi s'est réveillé. Pas la colère, pas le chagrin, mais une clarté froide. Je me suis assise sur mon vieux canapé, face au mur dont la peinture s'écaillait. J'ai fermé les yeux. J'ai inspiré profondément. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que ce soir marquait la fin d'une époque et le début de quelque chose d'autre.
Avant de vous dévoyer ma vengeance surprenante, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour m'inspirer pour les prochaines vidéos. En rentrant ce soir-là, j'ai retiré mes chaussures et je me suis assise sur le vieux canapé, celui dont les coussins s'affaissent un peu plus chaque année. Le silence de l'appartement m'a enveloppée comme un drap humide. Il n'y avait aucun bruit, à part le tic-tac de l'horloge suspendue au mur, une horloge que mon mari avait réparée 3 fois avant de partir. C'est dans cette solitude-là que j'ai réalisé à quel point ma vie avait rétréci. Et depuis 5 ans, je vis dans ce petit appartement de 2 pièces, au 3e étage d'un immeuble trop vieux pour être charmant, mais trop solide pour tomber en ruine. Je m'y suis installée après avoir vendu la maison où j'avais élevé Adrien. Ce n'était pas une maison luxurieuse, mais c'était ma maison. Une petite maison en briques rouges, avec 3 chambres, une cuisine lumineuse et un jardin que j'aimais plus que tout. J'y avais planté des lavandes devant la fenêtre de la cuisine. Chaque matin, leur odeur remplissait la pièce lorsque j'ouvrais les volets. J'avais l'impression de respirer un peu d'espoir. Mais tout cela avait disparu il y a 5 ans, le jour où Adrien et sa femme, Clara, m'avaient parlé de leur projet. Acheter une grande maison. Une maison moderne, spacieuse, dans un quartier sécurisé. Je me souviens encore du ton doux de mon fils. « Maman, tu vas venir vivre avec nous un jour. On sera une vraie famille. Pourquoi garder une grande maison seule ?» J'y avais cru. J'avais toujours voulu garder Adrien près de moi après la mort de son père. Mon mari était parti un matin d'octobre, un arrêt cardiaque dans son sommeil. Je me rappelle encore avoir posé ma main sur son épaule et avoir senti un froid que je n'avais jamais connu. À partir de ce jour-là, j'étais devenue seule responsable d'Adrien, seule à payer les factures, seule à rassurer un petit garçon qui demandait chaque nuit « Maman, papa revient quand ?» J'ai travaillé pendant 35 ans dans une boulangerie. Je me levais à 3 heures du matin, j'entrais dans la boutique encore plongée dans l'obscurité, j'enfilais mon tablier et le four commençait à chauffer. J'aimais le bruit du pain qui craque, l'odeur de la brioche dorée, les premiers clients qui arrivaient en murmurant encore endormis. Je n'ai jamais été riche, mais j'ai toujours tout donné à mon fils. Chaque activité, chaque sortie, chaque étude. Quand il est entré à l'université, j'ai pris des heures supplémentaires. Quand il a voulu partir en voyage scolaire, j'ai vendu mes bijoux pour compléter les frais. Lorsque Clara est arrivée dans sa vie, il avait les yeux qui brillaient comme lorsqu'il était enfant. Elle était douce, polie, presque trop parfaite. Je me souviens m'être dit qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui le ferait se sentir aimé. Mais après leur mariage, après leur premier enfant, quelque chose avait changé. Clara était devenue plus froide, plus dure dans ses regards, plus distante dans ses mots. Elle me parlait comme on parle à une étrangère. Et Adrien, il suivait chacun de ses pas, comme si sa voix était devenue la sienne. Le jour où ils m'ont demandé de l'aide pour la maison, Clara s'était contentée de dire « Ce serait mieux pour tout le monde, Madeleine. Et puis, tu seras avec nous, tu ne seras plus seule. » Je voulais croire ces mots, alors j'ai vendu notre maison. L'argent, presque entier, est allé sur leur compte pour leur apport. Avec les 30 000 € restants, je me suis installée ici, dans ce petit appartement défraîchi qui ne voit presque jamais la lumière du soleil. Et puis, les dimanches ont commencé. Je gardais les enfants, je cuisinais, je nettoyais, je faisais partie de leur routine, jusqu'à ce que, peu à peu, je devienne une ombre dans leur vie. Ce soir-là, après leur phrase « tu passes en dernier », je suis restée assise dans l'obscurité de mon salon. Je me suis demandé combien de fois je m'étais effacée pour eux, combien de fois j'avais accepté sans discuter, combien de fois j'avais espéré qu'on me considère encore comme une mère, comme une belle-mère aimée, comme quelqu'un qui compte. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Un message, un simple « Demain, 19 h, on doit parler ». Adrien, pas Clara, mais je savais qu'elle était derrière le message. Je ne savais pas encore ce qu'il comptait me dire, mais je sentais, au fond de moi, que rien de bon ne m'attendait. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai laissé mon sac tomber sur la petite table près de la porte. J'ai allumé la lumière du salon, mais elle était trop faible, comme si même l'ampoule refusait de m'offrir un peu de chaleur. Je me suis assise sur le canapé, les mains posées sur mes genoux. Pendant quelques minutes, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas pleuré. Je suis restée là, immobile, à fixer la fissure du mur qui ressemblait vaguement à un arbre renversé. Puis une pensée s'est glissée en moi, lente mais ferme. Je dois comprendre, je dois fouiller, je dois regarder ce que j'ai refusé de voir.
Je me suis levée et je suis allée dans ma chambre. Au fond de la commode, j'ai sorti le vieux tiroir en bois qui coinçait un peu. J'ai ouvert la boîte où je garde tous mes documents importants. Certificats, contrats, papiers bancaires et surtout, le dossier de la vente de ma maison. Je l'ai posé sur le lit. Les papiers étaient encore bien rangés, comme le jour où je les avais classés. J'ai vu l'acte notarié, les transferts bancaires, puis le virement de 180 000 €, la ligne où apparaissait noir sur blanc que l'argent avait été envoyé sur le compte d'Adrien et Clara. Je me suis assise au bord du lit. J'avais l'impression de revoir ma maison, mon jardin, la fenêtre de la cuisine où la lumière du matin entrait autrefois. Tout ça envolé, offert à ceux qui, hier soir, m'avaient dit que je passais en dernier. Une douleur m'a traversé la poitrine, mais ce n'était plus une douleur passive, c'était quelque chose de plus froid, plus lucide. J'ai pris une grande inspiration et j'ai attrapé mon téléphone. Il n'y avait qu'une personne à qui je pouvais parler, Claire Morel, une amie d'antan, voisine de mon ancienne rue, et surtout avocate pendant 40 ans avant de prendre sa retraite. Cela faisait des années que nous n'avions pas parlé, mais sa voix est restée la même quand elle a décroché. « Madeleine, mon Dieu, ça fait combien de temps ?» J'ai fermé les yeux. « Claire, j'ai besoin de te voir. C'est important, très important. » Elle n'a pas posé de questions. « Demain, 9 h, chez moi. » J'ai hoché la tête comme si elle pouvait me voir. « Merci. » Quand j'ai raccroché, j'ai posé le téléphone à côté de moi. Je suis restée ainsi encore un moment, mes doigts effleurant machinalement les papiers. Puis une phrase que Claire m'avait dite il y a longtemps m'est revenue. « Lis toujours avant de signer. Toujours. » Et soudain, comme une gifle du passé, le souvenir a surgi. Clara, debout dans mon salon il y a 2 ans, un dossier dans les mains, un sourire pressé. « Madeleine, ce sont juste des papiers de santé, des mises à jour pour ton assurance. Il faut juste signer ici. Tu n'as pas besoin de lire, c'est administratif. » J'avais signé, sans regarder. Parce que c'était Clara, parce que c'était la famille. Un frisson m'a traversée. Je suis retournée au salon, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la banque. Un serveur vocal m'a transféré encore et encore. Puis une voix « Je suis désolée, madame, mais pour certaines informations, nous ne pouvons répondre qu'à la personne disposant des autorisations complètes sur le compte. » Autorisation complète, pardon ? Mais c'est mon compte, ai-je répété 3 fois. Le conseiller s'est embrouillé, a bafouillé 2 phrases vagues, puis m'a proposé de passer à l'agence avec les documents nécessaires. Quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai remercié, j'ai raccroché et mes mains tremblaient. Je devais appeler Adrien, je devais au moins essayer. Il a décroché au bout de 5 secondes. « Maman, il est tard, tout va bien ?» J'ai serré le téléphone. Adrien, j'aimerais revoir certains papiers. Tu te souviens, les choses que j'ai signées pour Clara, pour l'assurance ? Un silence, long, pesant. Ah, oui, je ne me souviens plus très bien. Clara s'en est occupée. Adrien, ces papiers, je veux les voir. Je demanderai à Clara demain, d'accord ? Je dois y aller, on parlera plus tard. Et il a raccroché, si vite que je n'ai pas eu le temps de dire autre chose. Il y avait encore quelqu'un à appeler, même si je le regrettais déjà. J'ai composé le numéro de Clara. Elle a répondu comme si elle savait déjà pourquoi j'appelais. « Madeleine, tout va bien ? Vous avez l'air agitée ?» Sa voix était mielleuse, trop douce. « Clara, les papiers que j'ai signés il y a 2 ans, tu peux me dire à quoi ils servaient exactement ?» Un silence, puis une respiration courte. « Oh ça, rien d'important, juste un formulaire. Vous vous inquiétez trop. Je veux les voir. » Elle a eu un petit rire. « Madeleine, à votre âge, c'est normal de perdre un peu le fil. On vous expliquera demain. Reposez-vous. » Et elle a raccroché. J'ai regardé le téléphone dans ma main, comme si ce petit objet venait de se transformer en quelque chose de dangereux. 3 appels, 3 réponses étranges, 3 silences qui ne sonnaient pas comme du hasard. Je me suis dirigée vers la fenêtre. J'ai regardé la laverie éclairée en face. 3 silhouettes pliaient du linge. La vie suivait son cours, comme si rien n'était en train de s'effondrer chez moi. Mais moi, je savais, au fond de moi, je savais. Quelque chose ne tournait pas rond. Et demain, chez Claire, j'allais enfin découvrir ce que j'avais refusé de voir pendant trop longtemps. Le lendemain matin, à 9 h précises, j'ai frappé à la porte de Claire. Elle a ouvert presque aussitôt,
comme si elle m'attendait derrière la poignée. Son visage, ridé mais vif, exprimait déjà quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la détermination. Entre, Madeleine. On va voir ça ensemble. Je suis entrée. Sa maison sentait encore le café fraîchement filtré. Sur la table du salon, elle avait déjà disposé un bloc-notes, un stylo et ses lunettes, comme si elle se préparait à une consultation officielle. Je me suis assise. Mes mains tremblaient légèrement, mais je les ai posées sur mes genoux pour les cacher. « Montre-moi tout. » Sa voix était calme, mais ferme. J'ai sorti le dossier. Les papiers de la maison, les relevés bancaires, les copies que j'avais conservées, tout ce que j'avais. Claire a mis ses lunettes et a commencé à lire. Elle ne disait rien. Elle tournait chaque page lentement, minutieusement. Parfois, elle soulignait un mot. Parfois, elle fronçait les sourcils. Au bout de 20 minutes, elle a posé le dossier. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Madeleine, tu as signé quelque chose de grave. » Mon souffle s'est coupé. « Quoi ?» Elle a jeté un regard au document. Ce papier que Clara t'a fait signer, ce n'était pas une mise à jour d'assurance, c'était une procuration générale. J'ai senti mes mains devenir froides. « Procuration ? Tu veux dire qu'elle peut ?» Tout. La voix de Claire était dure. « Elle peut accéder à tes comptes, signer à ta place, faire des démarches légales en ton nom, tout, sans te demander. » Je me suis couverte la bouche d'une main. Je me revoyais, 2 ans plus tôt, signer sans lire. Clara pressée, souriante. Moi, naïve. Claire a continué. « Et ce n'est pas tout, regarde !» Elle m'a montré 3 retraits, 450 €, 600 €, 950 €. Ce ne sont pas des sommes énormes, ça passe inaperçu, mais cumulées. Elle a écrit quelque chose sur son bloc-notes, puis elle me l'a tourné. 4 300 €. Mon cœur s'est serré. « Madeleine, écoute-moi attentivement. À partir de maintenant, tu dois reprendre le contrôle, et rapidement. » Je les regardais, perdue. « Comment ?» Claire a pris une inspiration. « Aujourd'hui, tu vas ouvrir un nouveau compte dans une autre banque, changer de numéro de téléphone, installer un nouveau verrou, et on va supprimer toute possibilité pour Clara d'agir à ta place. » Je n'ai même pas eu le temps d'hésiter. Son ton ne laissait aucune place au doute. Elle a attrapé son manteau. « Allez, on y va maintenant. » Nous sommes allés d'abord à la banque. Une petite agence à 3 rues de là que Clara ne connaissait pas. Le conseiller était jeune, poli, professionnel. « Je souhaite ouvrir un compte entièrement sécurisé », ai-je dit, la voix presque mécanique. Claire a pris la parole. « Et aucun accès tiers, aucun mandat, aucune délégation, elle contrôle tout elle-même. » Le conseiller a hoché la tête. « Bien sûr, nous allons activer une double authentification. Votre téléphone sera indispensable pour chaque opération. » J'ai signé les documents en tremblant, pas de peur, de soulagement. Quand il m'a remis ma nouvelle carte provisoire, j'ai eu l'impression de reprendre un morceau de ma vie. Nous sommes ensuite allés dans une boutique de téléphonie. « Une nouvelle carte SIM, un nouveau numéro, rien relié à l'ancien », a demandé Claire. J'ai observé la vendeuse taper sur son clavier. Quelques minutes plus tard, elle m'a remis une petite enveloppe blanche. Un nouveau numéro, un nouveau départ. En sortant, Claire s'est tournée vers moi. « Maintenant, on sécurise chez toi. » Nous sommes repassés par une quincaillerie. Claire a acheté un verrou de sécurité et une boîte aux lettres blindée. « Clara ne doit plus pouvoir intercepter tes courriers », a-t-elle expliqué. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. L'idée que ma propre belle-fille puisse fouiller mes papiers me faisait mal, mais plus rien ne m'étonnait. Une fois chez moi, Claire a posé sa mallette par terre et a commencé à installer la boîte aux lettres sécurisée comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Elle ne pourra plus rien prendre ici », m'a-t-elle dit sans lever les yeux. Je la regardais faire. J'avais presque honte de la laisser s'occuper de moi à ce point, mais j'étais incapable de refuser. Quand elle a terminé, elle s'est levée, a essuyé ses mains sur son pantalon et m'a regardée. Première étape faite. Maintenant, il va falloir comprendre l'étendue des dégâts, et on fera ça ensemble. Je n'ai pas eu le temps de répondre. On a frappé discrètement à la porte, très doucement, comme si la personne de l'autre côté ne voulait pas être entendue. Je me suis approchée. C'était Léa, ma petite fille. Elle avait les yeux inquiets. Elle m'a tendu un petit papier plié en 4. « Mamie, j'ai trouvé ça dans la chambre de maman. » « Elle l'a jeté, mais je crois que c'est à toi. » Avant que je ne dise un mot, elle a couru dans l'escalier. J'ai refermé la porte. J'ai déplié le papier. C'était une liste.
Une liste de dépenses au nom de Madeleine Ardan. Mais ce n'était pas mon écriture, et je n'avais jamais dépensé cet argent. Mes doigts se sont mis à trembler. Je me suis tournée vers Claire. Elle m'a regardée, et dans son regard, j'ai vu la confirmation silencieuse de ce que je craignais. Ce n'était que le début. Après le départ de Claire, la maison est redevenue silencieuse, un silence lourd, presque collant. Je regardais encore le papier que Léa m'avait donné, cette liste de dépenses à mon nom, mais écrite d'une autre main. Je sentais que quelque chose d'énorme se préparait, mais je ne savais pas encore à quel point. Ce soir-là, mon vieux téléphone a commencé à vibrer. 1 fois, 2 fois, 3 fois, des messages de Clara. Le premier disait « Madeleine, j'espère que tu ne fais pas de drame pour rien. Tu sais bien que tu t'emballes parfois. » Le deuxième « On est très déçus de ton attitude. On veut juste t'aider. Pourquoi devenir agressive ?»« Agressive? Moi ?» Je n'avais pas levé la voix une seule fois. Puis un troisième message, plus long, plus sec. « Et évite d'impliquer des gens dans nos affaires de famille. Tu sais très bien que tu interprètes mal certaines choses. » Interpréter mal, comme si tout ce que je vivais n'était qu'un malentendu né de mon imagination. J'ai éteint le téléphone, je ne voulais plus lire. Le lendemain matin, on a frappé à ma porte, fort, trop fort pour que ce soit un voisin. Quand j'ai ouvert, Marc était là, droit, mâchoire serrée, un sourire crispé. « Bonjour Madeleine, on doit parler. » Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'il entrait déjà dans mon salon comme s'il était chez lui. Il a regardé autour de lui, les murs défraîchis, la petite fenêtre, les meubles anciens, et son sourire s'est agrandi. Tu sais, à ton âge, on peut facilement perdre le fil. C'est normal, ça arrive à tout le monde. J'ai senti mes doigts se crisper contre ma robe. « Que veux-tu, Marc ?» Il a sorti un dossier de son manteau, un dossier bleu, épais. « Clara m'a demandé de te faire signer ça. C'est juste... » Il a haussé les épaules. « Des mises à jour médicales, une formalité, tu n'as qu'à signer là. » Exactement comme dans le passé, j'ai reculé d'un pas. Non, je ne signe rien. Son sourire s'est figé. « Madeleine, ce n'est qu'un papier, pourquoi tu fais une scène ? » « Montre-moi. » « Tu n'as pas besoin de tout comprendre, c'est administratif. » J'ai répété plus fort. « Montre-moi. » Il a serré le dossier contre sa poitrine, comme s'il renfermait un secret. Puis son ton est devenu plus sec. « Clara et moi, on veut juste éviter des complications. Tu devrais nous faire confiance, tu l'as toujours fait. » Je n'ai pas bougé, je l'ai simplement regardé. Alors il s'est rapproché, trop près de moi. Son odeur d'aftershave et de café fort m'a envahi. Ce serait dommage qu'on doive prendre des mesures plus radicales, tu comprends ? Une menace, clairement une menace. J'ai senti mon cœur s'accélérer, mais ma voix est restée calme. Je ne signe rien. Il a perdu son sourire, ses yeux se sont rétrécis. Tu deviens vraiment compliquée, Madeleine. Clara avait raison. Il allait ajouter quelque chose quand un bruit l'a interrompu. Des pas dans l'escalier. Puis une petite silhouette est apparue à la porte. Léa. Elle avait le visage pâle, les yeux remplis d'inquiétude. « Papa, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu cries sur mamie ?» Marc s'est retourné brusquement. « Léa, rentre à la maison, maintenant !» Mais elle ne bougeait pas. Elle me regardait, comme si elle comprenait plus que ce qu'elle devrait comprendre à son âge. « Papa, arrête, s'il te plaît !» Elle pleurait. Marc a lâché un soupir d'exaspération, comme si les larmes de sa propre fille n'étaient qu'un obstacle gênant. Il a rangé le dossier dans son manteau et s'est approché de la porte. « Madeleine, on reparlera. Et fais attention à ce que tu fais, tu pourrais le regretter. » Puis il est parti avec des pas secs, Léa derrière lui, tournant la tête une dernière fois pour me regarder. Quand la porte s'est refermée, j'ai senti mes jambes devenir faibles. Je me suis assise sur le canapé. Je n'avais jamais vu Marc comme ça, ni Clara, ni même Adrien. Tout était en train de prendre une forme dangereuse, une forme que je n'avais jamais imaginée possible. Je suis restée longtemps ainsi, les mains posées sur mes genoux, le regard perdu sur la fissure du mur. Je revoyais les messages de Clara, le ton de Marc. Le sourire qu'il avait quand il a dit « à ton âge », la peur dans les yeux de Léa, et puis, comme un fil qui se resserre lentement autour de la gorge,
J'ai compris. Ce n'était plus des tensions familiales, ce n'était plus de simples malentendus. C'était une stratégie, un plan, et je n'étais qu'un obstacle à écarter. J'ai fermé les yeux, j'ai inspiré profondément, et une phrase m'est venue, froide, nette, irréversible. Le lendemain, je n'étais plus la même. Le lendemain matin, je suis arrivée chez Claire plus tôt que prévu. Elle m'a ouverte avant même que je frappe une deuxième fois. Son regard était grave, presque sombre, comme si elle savait déjà que ce qu'elle allait me dire n'allait pas me laisser indemne. « Entre, Madeleine, assieds-toi. » Sa voix n'avait plus la chaleur habituelle. Elle était professionnelle, concentrée, presque froide. Je me suis assise sur son canapé pendant qu'elle allait chercher un dossier posé sur sa table de cuisine. Un dossier marron, épais, plus épais que celui que je lui avais donné hier. Elle l'a posé devant moi, a retiré lentement l'élastique qui le tenait fermé, puis a pris une longue inspiration avant de commencer. J'ai contacté quelqu'un à la mairie, quelqu'un que je connais depuis longtemps. Il m'a aidé à vérifier certaines choses. Elle marqua une pause. « Madeleine, tu dois être très forte pour ce que je vais te dire. » Je me suis raidie. Mes mains se sont nouées l'une dans l'autre. « Dis-moi, Claire. » Elle a tourné la première page. C'était une copie du document que Clara m'avait fait signer 2 ans plus tôt. Mais cette fois, les lignes étaient surlignées, annotées, encadrées au stylo rouge. Ce n'est pas une mise à jour d'assurance. Sa voix s'est faite basse. C'est une procuration générale, large, permanente. Je la regardais sans comprendre. « Claire, ça veut dire quoi exactement ?» Elle m'a regardé dans les yeux. « Ça veut dire que Clara a le droit légal de faire tout ce qu'elle veut en ton nom. Gérer tes comptes, signer tes papiers, accéder à tes informations bancaires, modifier tes contrats, même prendre des décisions médicales à ta place. » J'ai senti mes épaules s'effondrer, une vague de froid m'a traversée. Claire a continué. « Mais ce n'est pas tout. J'ai demandé à mon contact de vérifier tes relevés bancaires des 3 dernières années. » Elle a tourné une autre page. « Madeleine, il y a des retraits que tu n'as jamais faits. » Mes doigts se sont crispés sur mon pantalon. « Combien ?» Beaucoup, toujours de petites sommes, espacées pour ne pas attirer l'attention. 300 €, 500 €, 700 €, parfois 1 000 € d'un coup. Elle m'a montré la page suivante où les montants étaient entourés en jaune. Quand on additionne tout, ça fait 17 200 €. J'ai posé ma main sur ma bouche pour retenir un cri. 17 200 €, volés lentement, patiemment, sans que je ne voie rien. Madeleine, Clara a utilisé ta procuration pour retirer cet argent. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Mais pourquoi ai-je chuchoté? Pourquoi ferait-elle ça? Je lui ai déjà donné ma maison. Claire a baissé les yeux. Ce n'est pas seulement ton argent qu'elle voulait. Elle a pris la 3e feuille du dossier, un email imprimé, à côté du logo du service social de la ville. Je me suis mise à trembler avant même qu'elle ne parle. Il y a 6 mois, Clara s'est renseignée sur les démarches nécessaires pour faire placer quelqu'un en institution publique. Je sentais mon cœur marteler contre ma poitrine. Une maison de retraite à bas coût, Claire ajouta d'une voix plus douce, et aussi sur la procédure administrative pour déclarer quelqu'un inapte mentalement. Mon estomac s'est retourné, une pièce entière s'est mise à tourner autour de moi. Elle voulait m'interner? Claire posa doucement sa main sur la mienne. Madeleine, elle voulait te faire déclarer incapable légalement. Si elle avait réussi, elle aurait obtenu un contrôle total, non seulement sur tes comptes, mais sur tout ce que tu possèdes, ton assurance, tes papiers, tes décisions médicales, tout. Je n'arrivais plus à parler, je n'arrivais même plus à ouvrir la bouche. Regarde, elle me montra une autre feuille. Elle a déjà essayé de modifier le bénéficiaire de ton assurance vie. Elle a tenté de se mettre en bénéficiaire unique, mais ce changement nécessitait ta signature manuscrite et elle ne pouvait pas la falsifier. Alors le dossier a été refusé. Ma gorge s'est serrée si fort que j'ai cru m'évanouir. Clara voulait tout prendre, jusqu'au dernier souffle de ma vie. Claire a serré ma main plus fort. « Madeleine, écoute-moi bien, ce que ta belle-fille a fait est très grave. C'est un abus financier, un abus envers une personne vulnérable. C'est puni par la loi. Et si tu veux, je peux t'aider à reprendre le contrôle sur tout ça. » « Pourquoi ?» ai-je réussi à murmurer, la voix brisée. « Pourquoi ferait-elle ça? Qu'est-ce que je lui ai fait ?» Claire a soupiré. « Parfois, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on possède ou ce qu'on peut encore donner.
L'argent, la sécurité financière, ton appartement, ton assurance vie, Clara a vu tout ça et elle a pensé que c'était à elle. Je sentais des larmes brûlantes monter, mais je les ai retenues. Et Adrien, il savait? Claire a haussé les épaules, tristement. Peut-être pas au début, mais à la fin, oui. Le document de procuration nécessite 2 signatures de témoins. L'une d'elles est la sienne. Ma respiration s'est coupée nette. Adrien, mon fils, mon unique enfant, il avait signé. Claire a fermé le dossier. Madeleine, il va falloir agir vite, très vite. Tout ce qu'elle fait maintenant peut être utilisé contre elle, mais il faut stopper ça immédiatement avant qu'elle ne tente quelque chose d'irréversible. Je la regardais, perdue, brisée, mais quelque chose en moi, quelque chose de très ancien que je croyais éteint, a commencé à se réveiller. Une force, une lucidité froide, une certitude. Claire se leva. On ne va pas la laisser faire. Pas maintenant, pas après tout ça. Je suis restée là, incapable de décrire ce que je ressentais. Il n'y avait plus de tristesse, plus de naïveté, plus d'excuses, seulement la vérité. Et la vérité faisait plus mal que tout. Le surlendemain, à 18h42 précise, mon téléphone, celui que je n'utilisais presque plus, a vibré. C'était Adrien. Un message court, sec, presque administratif. « Maman, on voudrait te voir une dernière fois pour clarifier les choses. Ce soir, 20h, à la maison. » Aucune explication, aucun mot doux, aucun s'il te plaît, juste une convocation. J'ai longuement regardé l'écran, puis j'ai tourné la tête vers Claire, assise en face de moi. Elle triait encore des copies des documents trouvés hier. Elle a levé les yeux vers moi. « Ça y est, ils bougent ?» J'ai hoché la tête. « Ils veulent me voir, ce soir. » Elle s'est levée immédiatement. « Alors, j'y vais avec toi. Pas de discussion. Je serai ton témoin légal. » « Je veux qu'ils voient que tu n'es plus seule. » Je n'ai pas protesté. Au fond de moi, une boule s'était formée, lourde, compacte. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était une forme de lucidité glacée. À 19h45, nous étions devant la grande maison blanche qu'Adrien et Clara avaient achetée grâce à ma vente. Les volets étaient fermés. Aucune lumière n'était visible depuis la rue. Le silence était étrange, presque tendu. Claire m'a regardée. « Madeleine, quoi qu'il se passe là-dedans, tu restes calme, tu parles peu, c'est moi qui mène, compris ?» J'ai inspiré profondément. Compris. On a sonné. 1 fois, 2 fois. La porte s'est ouverte brusquement. Marc était là, visage fermé, yeux sombres, pas un sourire, pas une salutation. Entrez. Sa voix sonnait comme un ordre. À l'intérieur, il faisait étonnamment sombre. Juste une lampe allumée dans la salle à manger. La table était vide, aucune assiette, aucun verre, aucun signe d'un repas. Tout était préparé pour une seule chose, la confrontation. Clara était assise. Elle avait les yeux rougis, mais aucune larme sur le visage. Ses mains tremblaient légèrement. « Maman, merci d'être venue. » Sa voix était douce, plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. Mais cette douceur sonnait faux, comme un parfum trop fort sur une blessure infectée. Claire s'est avancée d'un pas. Je suis Claire, amie de Madeleine et témoin légal de cette conversation. Le visage de Marc s'est fermé encore plus. Il n'a pas besoin de témoins, c'est une affaire de famille. Claire a souri, un sourire calme mais tranchant. Et pourtant, vous l'avez convoquée comme si elle était devant un tribunal. Alors oui, elle aura un témoin. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de se rasseoir en serrant les dents. Je suis restée debout quelques secondes, observant mon fils. Il ne levait même pas les yeux vers moi. Clara, elle, avait les mains jointes comme une coupable attendant son verdict. Marc a commencé. « Madeleine, il y a eu beaucoup de malentendus, beaucoup de drames inutiles. On veut mettre fin à ça ce soir. Mais il faut que tu arrêtes d'écouter n'importe qui. Tu n'es plus très stable émotionnellement et... » Claire l'a coupé net. « Vous allez arrêter ça immédiatement. » Marc a ouvert la bouche, choqué qu'on ose lui parler ainsi dans sa maison. Madeleine est parfaitement lucide, parfaitement capable. Je le sais, et vous le savez aussi. Maintenant, si vous l'avez convoquée, c'est parce que vous pensez pouvoir négocier. Alors, on va parler, clairement.
Elle a sorti de son sac le dossier marron. Elle l'a posé sur la table. Le bruit sec du carton a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Voici les preuves. Les yeux de Clara se sont agrandis. Adrien a levé la tête pour la première fois. Claire a ouvert lentement le dossier. Premièrement, la procuration générale signée à la suite d'un mensonge. Madeleine a cru signer une mise à jour d'assurance. Or, vous l'avez conduite à accorder des droits illimités sur tous ses biens. Ceci est un abus légalement qualifié de tromperie pour gain financier. Clara a pâli. Je voulais juste faciliter les démarches. Claire ne l'a même pas regardé. Deuxièmement, les retraits non autorisés. 17 200 €. Tous effectués par toi, Clara. Tous justifiés avec la procuration. Marc a frappé la table du poing. C'est faux, elle nous a donné cet argent. C'était pour la famille. Claire n'a pas sursauté. Si elle l'avait donné, elle vous l'aurait dit. Et surtout, vous ne seriez pas en train de vous disputer pour qu'on retire une plainte. Marc s'est figé. Clara a caché son visage entre ses mains. Troisièmement, l'assurance vie. Vous avez tenté d'en modifier le bénéficiaire pour que le montant entier revienne à Clara. Tentative rejetée, faute de signature. Tentative malgré tout. Elle les a regardés l'un après l'autre. Quatrièmement, les démarches auprès du service social pour demander des renseignements sur l'internement en établissement public et sur la procédure pour déclarer une personne inapte. Clara s'est mise à pleurer. Enfin, on voulait juste se protéger au cas où. Claire l'a fusillée du regard. Au cas où quoi? Vous vouliez la déclarer folle pour récupérer le reste? J'ai senti mes jambes trembler. Adrien serra les mâchoires. « Maman, tu sais comment tu es parfois. Tu paniques, tu oublies. On voulait juste... » Je l'ai coupé pour la première fois depuis que j'étais entrée. « Arrête. » Il a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis des semaines, il m'a réellement regardée. « Madeleine, » murmura Claire, « c'est le moment. » Je me suis avancée d'un pas. Mes mains ne tremblaient plus. « Clara, Adrienne, écoutez-moi bien. Ce soir, on ne discute pas de mes erreurs. On ne discute pas de mes oublis. On discute de vos actes. » Silence. Un silence lourd, opaque, presque étouffant. Je les ai regardés droit dans les yeux. Alors voilà, soit tu admets ce que tu as fait, soit tu perds tout. Clara a ouvert la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Marc a frappé la table une deuxième fois. C'est du chantage. Claire s'est redressée. Non, c'est une offre, une dernière. Adrien a murmuré, la voix brisée. « Qu'est-ce que tu veux, maman ?» Je me suis tournée vers lui. La vérité et des excuses, devant moi, devant Claire, et surtout, vous arrêtez immédiatement toute démarche sur mes comptes, mon assurance, mes papiers. Sinon, vous faites face aux charges. Clara pleurait maintenant sans retenue. Marc fulminait, Adrien tremblait. Un long silence a suivi. Un silence qui ressemblait à un gouffre. Puis Clara a lâché, la voix écrasée. « Oui, j'avoue, j'ai fait tout ça. » Pas un cri, pas un drame, juste une vérité enfin arrachée. Et la pièce est devenue soudain froide comme une tombe. À peine Clara avait avoué que quelque chose s'est brisé dans l'air. Pas un bruit, pas un cri, juste un effondrement silencieux, comme si les murs eux-mêmes comprenaient que plus rien ne serait comme avant. Marc la regardait, furieux, les yeux prêts à exploser. Adrien, lui, semblait vidé, pas choqué, pas surpris, juste épuisé, comme quelqu'un qui voit s'écrouler un mensonge qu'il entretenait depuis trop longtemps. Puis soudain, des pas légers ont retenti dans l'escalier. Il descendait vite, trop vite. La petite Léa est apparue dans l'embrasure, les cheveux encore en bataille, le visage tremblant. Elle avait dû écouter depuis l'étage. Ses yeux passaient d'un adulte à l'autre, cherchant une vérité qu'elle avait sûrement devinée avant tout le monde. Quand son regard a croisé le mien, elle s'est mise à courir. Pas vers Adrien, pas vers Clara. Elle a foncé droit vers moi et s'est jetée contre ma taille, ses bras serrés à m'en couper le souffle. « Mamie, je suis désolée, je suis tellement désolée. » Sa voix était brisée, comme si elle avait porté pendant des mois un secret trop lourd pour elle. Je lui ai caressé la tête, incapable de dire un mot. Clara s'est figée. Marc a serré les poings tellement fort que ses jointures blanchissaient.
Léa, remonte dans ta chambre, maintenant, ordonna Marc. Mais la petite secoua la tête et se cramponna encore plus fort à moi. Non, tu m'as menti, vous m'avez tous menti sur mamie. C'était comme un coup de couteau pour eux, et comme un baume pour moi. Clara s'est mise à pleurer de nouveau, mais ce n'étaient plus les larmes crispées de tout à l'heure. Cette fois, elles avaient quelque chose de vrai. Elle a glissé de sa chaise et s'est agenouillée, les mains au sol, incapable de tenir debout. « Madeleine, je n'ai pas fait tout ça seule. » Son visage était rouge, boursouflé, trempé de larmes. Marc m'a forcé, il disait que c'était normal, que c'était ton devoir de nous aider, que tout ce que tu avais lui revenait un jour ou l'autre. Marc explosa. « Clara, tais-toi !» Claire intervint immédiatement, se plaçant entre lui et nous comme un mur de métal. « Un mot de plus, Marc, et je t'assure que ce que tu vis ce soir ne sera rien comparé à ce qui t'attend. » Il s'est figé, il ne bougeait plus. Même Adrien recula légèrement, comme s'il voyait enfin son beau-frère tel qu'il était vraiment. Clara continuait, à genoux, incapable de retenir la vérité qui jaillissait comme une digue qui cède. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Madeleine. Je n'ai jamais voulu voler. J'avais peur. Je pensais que si je disais non, il... » Elle n'a pas terminé sa phrase. Son corps entier s'est mis à trembler. Je ne savais même pas quoi ressentir. De la colère, de la pitié, de la tristesse, rien ne venait. Rien, sauf un besoin urgent de reprendre ma vie. Claire s'est tournée vers moi, ses yeux parfaitement calmes. « Madeleine, c'est le moment. Tu veux le faire maintenant ?» J'ai hoché la tête. Elle a sorti sa tablette, activé la clé d'identification et ouvert le document pré-rempli. « Révocation immédiate de la procuration générale », lut-elle. « Selon les procédures légales, elle entre en vigueur dès que tu signes ici. » Elle me tendit le stylet. Ma main ne tremblait pas une seconde. Je me suis avancée et j'ai signé. Un bip sonore a validé l'enregistrement numérique. Claire sourit légèrement. C'est fait. Clara n'a plus aucun contrôle sur ton argent, ta santé, ni aucune décision administrative. Tout ce qui a été pris pourra être poursuivi. Et à partir de maintenant, personne ne peut rien faire sans ton accord. Marc se leva d'un bond. « Vous n'avez pas le droit !» Claire le fixa sans ciller. « Si, article 132 du Code. Et si tu continues, j'appelle la police devant ta fille. Tu veux vraiment ça ?» Il s'est rassis. La rage se voyait dans ses yeux, mais il ne pouvait plus rien faire. Adrien a passé sa main sur son visage comme quelqu'un qui réalise trop tard l'étendue des dégâts. « Maman, je ne savais pas à quel point. » Je l'ai interrompu, doucement. « Tu savais assez. » Il n'a pas répondu, il a juste baissé la tête. Léa, toujours serrée contre moi, a murmuré. « Tu vas partir, mamie ?» J'ai embrassé son front. « Je ne pars pas ce soir, mon ange, mais je récupère ce qui est à moi. » Clara, toujours à genoux, s'est mise à sangloter bruyamment. Pas un sanglot qui cherche une excuse, un sanglot de quelqu'un qui comprend qu'elle vient de perdre quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais. Claire rangea sa tablette, glissa le dossier dans son sac et me regarda. « On y va, tu n'as plus rien à faire ici. » J'ai poché la tête. Je me suis lentement, tenant encore la main de Léa quelques secondes avant qu'elle ne me lâche en pleurant. Je me suis dirigée vers la porte. Personne n'a essayé de me retenir. L'air derrière moi était lourd, saturé de regrets, de peur, de vérités qu'ils auraient voulu enterrer. Mais c'était trop tard. Une fois dehors, l'air frais de la nuit m'a frappé. Pour la première fois depuis des années, j'ai respiré avec toute ma poitrine, comme si mes poumons retrouvaient enfin leur vraie capacité. Claire m'a touché l'épaule. « Tu viens de reprendre ta vie, Madeleine. Tu sais ça ?» J'ai fermé les yeux un instant. Le vent glissait dans mes cheveux. Le poids s'en allait, enfin. Et j'ai murmuré, d'une voix qui ne tremblait plus. Cette fois, j'étais enfin libre. Les semaines qui ont suivi ont été à la fois longues et étrangement silencieuses. Après la confrontation, après les aveux, après la signature qui m'avait rendu ma liberté, il ne restait plus qu'une chose à faire, me relever. Pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour les punir davantage, simplement pour moi, pour la femme que j'avais cessé d'être pendant trop longtemps.
Claire venait me voir presque tous les jours. Elle m'aidait pour les papiers, les comptes, les confirmations administratives. Puis un matin, alors que je regardais mon petit appartement sans vraiment le voir, elle m'a dit doucement « Madeleine, maintenant que tu es libre, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Cette phrase a résonné longtemps dans ma tête. Qu'est-ce que je voulais? Pas ce que je devais, pas ce que d'autres attendaient de moi, moi. Le soir même, alors que je buvais un thé tiède près de la fenêtre, j'ai ouvert une carte de France. Mon doigt a glissé lentement vers l'ouest jusqu'à une petite ville en bord de mer, un point insignifiant à côté de l'océan immense. Une ville que je n'avais jamais visitée, une ville où personne ne me connaissait, une ville où tout serait à reconstruire. 2 semaines plus tard, j'y étais. Le trajet en train m'a paru irréel, comme si je quittais non seulement une région, mais une vie entière. Lorsque j'ai posé le pied sur le quai, une brise salée m'a caressé le visage. L'air avait une odeur différente de tout ce que j'avais respiré auparavant. Une odeur d'eau, de liberté et de recommencement. Mon nouvel appartement était petit, mais lumineux, avec un balcon donnant sur la mer. Le premier matin, j'ai ouvert les volets et un rayon de soleil a traversé la pièce comme une bénédiction silencieuse. Je me suis approchée du balcon et en voyant les vagues frapper les rochers, j'ai eu l'impression que l'océan parlait une langue que je connaissais depuis toujours. Je passais de longues heures à marcher sur la plage, parfois pieds nus, parfois avec une écharpe serrée autour du cou lorsque le vent était trop froid. J'écoutais mon souffle, le bruit de mes pas, la mer. Tout semblait plus lent ici, plus doux, moins bruyant. Un jour, en entrant dans la petite bibliothèque municipale, une affiche colorée a attiré mon attention. Cours d'aquarelle pour adultes, tout niveau. J'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Une envie simple, une envie d'essayer, d'exister autrement. Je me suis inscrite. Les premiers cours étaient maladroits, mes mains tremblaient, l'eau coulait trop vite sur le papier, les couleurs se mêlaient sans logique. Mais la professeure souriait toujours. L'aquarelle n'aime pas le contrôle, elle aime la liberté. Laisse glisser. Alors j'ai laissé glisser. Et au fil des jours, les formes devenaient plus fluides, plus légères. Parfois, j'avais même l'impression de respirer mieux en peignant. J'ai aussi commencé à écrire, des petits morceaux de phrases au début, puis des souvenirs, puis des pages entières. Un soir, je me suis surprise à écrire pendant 2 heures sans lever le stylo. Les mots venaient seuls, les douleurs aussi, mais chaque phrase déposée sur le papier semblait m'enlever un poids. C'est lors d'un de ces soirs tranquilles, alors que la lumière du soleil déclinait lentement au-dessus de l'océan, que j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. L'écriture, fine et ronde, me fit immédiatement tressaillir. Léa. Mes doigts tremblaient légèrement en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille soigneusement pliée. Mamie. Je grandis et je comprends plus de choses maintenant. Je sais que ce n'est pas toi la méchante. Je sais que maman a fait des erreurs. Elle dit qu'elle regrette, mais qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Moi, je pense souvent à toi. Je me souviens de tes mains, de ton sourire, de tes gâteaux quand j'étais petite. Je ne sais pas si je pourrai te revoir un jour, mais je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aimerai toujours. Je n'avais pas commencé la 2e ligne que mes larmes tombaient déjà sur la feuille. Pas des larmes de douleur, des larmes chaudes, presque douces, comme si une partie de moi venait enfin d'être reconnue après des années d'invisibilité. J'ai relu la lettre plusieurs fois, jusqu'à connaître certains mots par cœur. Puis, je suis sortie sur le balcon. La mer était calme ce soir-là, une surface d'argent qui respirait lentement. Je me suis accoudée à la rambarde et j'ai laissé le vent m'envelopper. Sous mes yeux, l'horizon s'ouvrait comme une promesse que je n'avais jamais osé m'offrir. Une promesse de vie, de choix, de paix. Et dans un souffle à peine audible, je l'ai murmuré pour moi-même, pour l'océan, pour tout ce que j'avais enduré et tout ce que j'étais devenue. Ma vie m'appartient enfin. Dites-moi en commentaire, quel moment vous a le plus marqué dans le parcours de Madeleine? Je lis chaque message et vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez. Si cette histoire vous a parlé, vous pouvez laisser un like, vous abonner à la chaîne et partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui.